Bonjour Mathieu Mandard. Bonjour. Mathieu Mandard, maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de gestion et du management. Vous êtes à l'IGR IAE de Rennes. Et donc, vous coordonnez un dossier spécial de la Revue française de gestion consacré aux approches narratives. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est pas possible, on est donc complètement cinglé. On a basculé maintenant dans les systématiques literature review, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la tour d'ivoire, là, on est parti dans la stratosphère, en matière, et on regarde de tout ça de très très loin, en faisant des trucs, avec l'IA derrière, ça va nous faire un malheur, ce truc. Et donc, vous prenez le contre-pied, vous nous dites, revenons à la narration. Pourquoi il faut revenir à la narration? Alors, tout à fait. En fait, ce dossier spécial que je termine de co-diriger avec une collègue, Élodie Alain, professeure à HEC Montréal, qui n'est pas là pour des raisons logistiques évidentes, ça vise à formuler une mise en garde en fait à destination des collègues en rappelant qu'en fait les revues systématiques de la littérature qui ont tendance à devenir omniprésentes ne sont pas la seule modalité de conduite des revues de littérature. Elles ont leurs vertus, mais c'est pas la seule manière de procéder. J'ai caricaturé en disant, évidemment qu'elles ont leurs vertus, mais quand même elles sont effrayantes. Hein. Mais oui, l'enjeu est pas mince parce qu'en fait on est en train de se priver de toute une manière de faire et de penser. Ouais, c'est pas tout à fait anodin. Alors, peut-être pour se fixer des idées, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire, comment on distingue ces deux types de revues de littérature, c'est-à-dire ce que vous opposez à la Systematic Literature Review, et donc j'ai déjà parlé anglais, à l'approche narrative, comment vous distinguez ça? Alors, au passage, revue systématique, revue narrative, il y a des débats quant à la terminologie. Nous, on a retenu ces termes par choix, parce que c'est les termes les plus consensuels, mais en gros, pour résumer, on a deux manières polaires de mener des revues de la littérature. La manière qui est de plus en plus en vogue, c'était pas le cas dans les années 80-90, c'est l'approche systématique. C'est-à-dire qu'on va prendre un corpus de revues, souvent, et donc on va prendre souvent les revues jugées les meilleures, autrement dit pas les revues françaises, les revues anglo-saxonnes. On va souvent définir une période d'étude, et ensuite on va collecter de manière donc systématique, comme son nom l'indique, les textes produits autour du sujet dans ce corpus, et on va le passer bien souvent à la moulinette d'un logiciel d'analyse textuelle pour donner le reflet le plus fidèle possible de la littérature telle qu'elle se donne à voir. Donc si on pousse la logique, en fait, une bonne revue de littérature pourrait quasiment être conduite sans chercheur. En fait, on pourrait... et donc, Mon point sur l'IA n'était pas tout à fait hasard. On est quasiment là-dedans. En fait, il n'y aurait de bonne science que presque sans chercheur, en fait, si on pousse la logique. Cumulative à l'extrême. Tout à fait. Voilà, et donc faisons des revues systématiques et voyons même ce que les chercheurs n'ont pas vu dans leurs propres citations, co-citations, etc., etc. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. On voudrait rappeler quand même que les revues de littérature n'ont pas de tout temps été conduites de cette manière, mais que, historiquement, il y a une autre manière de procéder qui existait avant notamment que se développent les recours à l'informatique et logiciels de traitement de texte, qui s'appellent les revues narratives de la littérature. Où là, l'idée, c'est en fait pour les chercheurs de s'imprégner dans un corpus, sans forcément opérer une sélection a priori des textes, et puis de proche en proche, par immersion, de se forger une vision du corpus à l'étude, et d'en proposer une interprétation qui peut être relativement libre, et de proposer donc une nouvelle mise en récit, une nouvelle narration du corpus à l'étude. Et donc c'est l'autre manière qu'on a voulu défendre en disant, attention, elle a également... Elle n'est pas sans intérêt, cette approche. Bah non, évidemment que non, qu'elle n'est pas sans intérêt. Alors la question, c'est pourquoi tout le monde fonce dans la première et moins dans la deuxième? Parce que même intellectuellement, elle est quand même sacrément plus stimulante. En fait, la première n'est pas sans poser problème, parce que ça crée de gros effets de dépendance de sentier, c'est-à-dire qu'on a tendance à formuler les choses dans la trajectoire où elles ont été, selon la trajectoire où elles ont été antérieurement formulées, sans rebattre les cartes. Et donc, encore une fois, la vertu des revues systématiques de la littérature, c'est de donner un portrait fidèle de ce qui se dit. Le problème, c'est que parfois, certains domaines peuvent rencontrer des impasses, le domaine peut parfois ne pas être très bien cerné. En fait, on n'a pas une bonne vision du sujet,
Et les revues systématiques ne permettent pas de sortir de cet effet d'enfermement. Et c'est là tout l'intérêt des revues narratives, d'essayer de rebattre les cartes, de porter un nouveau regard, un regard original, et donc de détourner, de changer la perspective. Et donc en fait, chaque méthode a son périmètre de pertinence. Les revues systématiques, tout est à faire de porter un reflet, de proposer un reflet fidèle de ce qui se dit tel que cela se dit. Et les revues narratives, il s'agit de faire évoluer le regard et de repenser les choses et de proposer une lecture originale. Alors, il y a évidemment une part de risque, puisque on est très dépendant des capacités interprétatives du chercheur, mais c'est à ce prix qu'on peut avoir une nouvelle manière d'envisager un problème. Bien sûr, on rappellera quand même qu'accessoirement, les chercheurs sont rémunérés par la société pour penser d'abord, pas juste pour faire tourner des machines. Donc ça vaut le coup de prendre un peu le risque de la narration. Je vous pousse là, hein, je sais que je vous embête. Le problème, c'est que la prise de risque est souvent mal récompensée. Ouais. Et qu'en plus, avec cette tendance à l'heure actuelle à ne jurer que par les revues systématiques, c'est stratégiquement pas forcément très payant. D'autant plus que les revues narratives, et on l'a vu dans le dossier qu'on a porté, c'est pas évident à défendre parce qu'il faut une forme de dextérité dans le développement des propos. Il faut être capable de montrer que le regard original qu'on porte sur le sujet qu'on traite se tient. Et donc, il faut une forme d'assurance dans les propos qu'on tient. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que à quel moment est-ce qu'on est... on n'a pas de certitude, mais on pense que ce qu'on propose tient la route. Et donc, à quel moment est-ce qu'on tombe dans l'arrogance? C'est pas évident. Donc, il faut essayer de proposer un nouveau regard, avoir une certaine assurance. C'est pas évident. Un appel à la communauté scientifique qui a suscité 34 articles soumis, 21 articles envoyés en évaluation. C'est ça, faire de la science, hein. C'est publier un appel, recevoir des articles soumis, 21 en évaluation, 9 finalement acceptés. Je ne vais pas vous demander de les détailler plus avant, oui, puisque ce numéro n'est pas encore paru. On va inciter à aller le lire plus tôt, bien sûr. Mais je sais que vous voulez formuler un petit remerciement quand même. Alors, oui, le numéro n'est pas encore paru, mais en tout cas, on est très content des textes qu'on a pu recevoir dans différents champs de la gestion, avec des nouveaux regards, des nouvelles tentatives d'aborder certains sujets. Et en tout cas, on souhaitait remercier le comité de rédaction de la Revue française de gestion, et en particulier son rédacteur en chef, Aurélien Rouquet, d'avoir soutenu ce projet, d'avoir soutenu cette initiative un petit peu originale, et de nous avoir accompagnés tels qu'ils l'ont fait dans le cadre de ce dossier. La narration, raconter des histoires, c'est important. Ce sera toujours important de savoir raconter des histoires, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. Merci à vous, Mathieu Mandard. Un grand merci. Ce sera dans la Revue française de gestion. Là, c'est un ancien numéro, dans la Revue française de gestion. Donc, à suivre la parution de ce numéro consacré aux approches narratives. Merci à vous. Merci à vous.